20h sur la télévision Futur Média, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Installation mouvementée du maire de la commune de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a failli en venir aux mains avec les conseillers de Benno Bokk Yakaar. Au finish, Cheikh Sarr, ancien maire de la commune, par ailleurs membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, sera son premier adjoint. À Dakar, Barthélémy Dias s'est installé dans son fauteuil de maire avec une équipe de 100 conseillers municipaux. Il tend la main au pouvoir central. Son mentor, Khalifa Ababacar Sall, est pressenti pour être maire honoraire de la ville, une décision qui sera soumise à la volonté du conseil municipal. Retrait des forces militaires françaises du Mali après 9 ans d'intervention, annonce du président français au cours d'une conférence conjointe avec le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, mais aussi le premier ministre belge Henri Michel. Pendant ce temps, à la frontière sénégalo-malienne, le calvaire continue pour les populations un mois après l'embargo de la CEDEAO sur le Mali. Les bonnes feuilles de la rédaction, votre rubrique hebdomadaire vous fait découvrir L'ascenseur émotionnel, un ouvrage signé Cheikh John. L'auteur procède à un diagnostic de la société sénégalaise en posant un regard critique sur les valeurs qui fondent cette société. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette grosse cacophonie à la cérémonie d'installation d'Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye. De fortes divergences ont été notées entre conseillers pour le poste de premier adjoint au maire. Finalement, c'est Cheikh Sarr de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs ancien édile de la commune, qui a été élu premier adjoint. Omar Mbow, notre reporter sur place, revient avec nous sur cette installation mouvementée. Reportage. Ça ressemble à tout, sauf à une installation de maire d'une ville. Une vraie cacophonie. Dans la salle de délibération de la mairie de ville de Guédiawaye, des voix s'élèvent entre acteurs politiques. D'abord, entre Ahmed Aïdara et Racine Talla. Ensuite, ici, entre Ahmed Aïdara encore et le préfet, où le maire élu tutoie l'autorité administrative au vu et au su de tout le monde. Cette guerre verbale se déroule aussi hors de la salle, cette fois-ci entre militants. Pour l'instant, pas de contact physique entre militants qui se regardent en chien de faïence. Ceci, c'est parce que la police, avec un impressionnant dispositif, veille au grain. Autre installation, celle de Barthélémy Dias, officiellement installé maire de Dakar. Une cérémonie dans une ambiance colorée, contrairement à ce qui s'est passé à Guédiawaye. Pour mener à bien son mandat, le nouveau maire de Dakar souhaite une collaboration sincère entre le pouvoir central et municipal. Barthélémy Dias se dit maire de tous les Dakarois et non maire d'une coalition de l'opposition. Reportage sur place avec Aminata Mbaresso. Ça y est, Barthélémy Dias prend officiellement fonction. Il est installé à la mairie de Dakar par le préfet de Dakar. Une cérémonie solennelle dans une ambiance très colorée. J'insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l'engagement de travailler avec toutes et tous, l'essentiel étant l'intérêt de Dakar. Pour son premier discours en tant que maire de Dakar, Barthélémy Dias a tenu à lever certaines équivoques. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même. Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à un poste de combat contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens en ma possession à toute tentative que pourraient perpréter des opposants à la libre administration des collectivités territoriales.
un appel pressant pour une collaboration entre pouvoir central et municipal, son principal souhait. Nous lançons un appel pressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, afin qu'il considère notre position avec compréhension républicaine, qu'il soutienne nos efforts dans l'intérêt exclusif des habitants de Dakar. À la cérémonie d'installation du nouveau édile de Dakar, des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également la maire sortante Soham El Wardini ont marqué leur présence. Barthélémy Diaz veut s'inscrire dans la continuité pour faire de la capitale sénégalaise une ville rayonnante. Et puis sachez que l'équipe municipale de la mairie de Dakar est composée de 100 conseillers municipaux et 18 adjoints. Le premier adjoint au maire de Dakar se nomme Abbas Fall. Il est membre du parti PASTEF. La deuxième adjointe est de Taxawu Dakar et se nomme Ngoné Meng. Cette cérémonie officielle d'installation du maire de Dakar a été saisie par Barthélémy Diaz, le maire en question, justement pour annoncer sa volonté de faire de Khalifa Sall maire honoraire de la ville de Dakar. Cela, bien entendu, après délibération du conseil municipal. La parité, elle a été bien respectée à Pikine dans le bureau municipal permettant aux femmes d'avoir assez de postes. Un acquis très important pour développer la ville et au-delà de tout clivage politique, eh bien, ces femmes sont appelées à coordonner leurs forces afin de réussir l'autonomisation des femmes. Awagnan est première adjointe au maire de Pikine. Ces propos sont recueillis par Laïane. Nous nous félicitons du respect de la parité dans le bureau municipal. C'est redonner aux femmes leur mérite et la place qui leur reviennent. Ensemble, nous travaillerons main dans la main afin d'asseoir une unité dans la gestion municipale et développer la ville de Pikine aux côtés du maire Abdoulaye Timbo. Nous avons beaucoup de projets et les femmes y occupent une place importante pour leur autonomisation. Hors de chez nous, à présent, cette importante décision de la France et ses partenaires, le retrait des forces militaires françaises du Mali après 9 ans d'intervention militaire contre les djihadistes. Décision prise ce matin par le président français Emmanuel Macron au cours d'une conférence conjointe avec les présidents Macky Sall, Nana Akufo-Addo, mais aussi le premier ministre belge Henri Michel. Quelques 2500 à 3000 soldats français resteront toutefois déployés dans le Sahel après le retrait du Mali. Et nous écoutons le président français Emmanuel Macron pour les précisions. Nous nous sommes rejoints sur une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. S'agissant de l'engagement de nos partenaires européens, il sera maintenu et s'intégrera dans la réarticulation de ce dispositif. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Enfin, notre engagement aux côtés des populations maliennes sera préservé au travers des programmes de l'Alliance pour le Sahel, sous réserve que ces programmes ne puissent être détournés pour financer des activités de mercenaires ou le terrorisme lui-même.
Et puis sachez que les pays signataires que voici l'Allemagne, la Belgique, le Bénin, le Canada, la Côte d'Ivoire, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Italie, le Ghana, la Mauritanie, le Niger, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Sénégal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, le Tchad, le Togo, le Conseil européen, la Commission européenne, la Coalition pour le Sahel ainsi que la Commission de l'Union africaine ont convenu de poursuivre leurs actions contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Niger et dans le golfe de Guinée, des régions devenues des priorités de la stratégie d'expansion d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Déclaration du président français Emmanuel Macron. Nous restons toujours avec cette conférence de presse au cours de laquelle Emmanuel Macron a affirmé que le retrait des forces françaises du Mali se ferait sur une période de 6 mois. Une décision qui impose de nombreux défis au Sahel, selon Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute. Même analyse du côté d'un ressortissant malien, ancien fonctionnaire de l'administration publique. Diadji Touré estime qu'il est temps pour le gouvernement malien d'assumer ses responsabilités. Habib Faye, Pape Sangone Mbaye signe ce reportage. C'est fait, la France et ses partenaires vont quitter le Mali. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le retrait des forces françaises de l'opération Barkhane aujourd'hui. Le président français réunit plusieurs dirigeants africains sauf le Mali et le Burkina en raison des coups d'État orchestrés dans ces pays et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel et de la lutte contre le terrorisme. Selon le directeur de Timbuktu Institute, cette décision entraîne des défis à relever dans la région. Il faudrait quand même se rendre à l'évidence que ça marque une rupture. Une rupture, mais aussi ça pose des défis et des questionnements. La rupture, c'est que aujourd'hui, c'est désormais les pays africains, le Mali en première ligne, qui devraient gérer la sécurisation de ce vaste territoire. Et c'est sans surprise pour ces ressortissants maliens, par ailleurs anciens fonctionnaires de l'Union internationale des télécommunications. Personnellement, je ne suis pas surpris, parce que quand les éléments de Barkhane et autres arrivaient au Mali, il y avait des objectifs bien précis, mais on s'est rendu compte que l'insécurité a augmenté. Ça s'est étendu un peu partout, donc pendant des années et des années. Donc il fallait à un moment donné quand même essayer de corriger les tirs. Cependant, c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des populations, une chose qui semble difficile sans les forces européennes. Le gouvernement aussi a la responsabilité de la sécurité des populations. Vous pensez qu'un gouvernement responsable va croiser les bras pour laisser les gens mourir par-ci, par-là? Non. Il a aussi la possibilité, disons la responsabilité de trouver les voies et moyens. Ça fait 9 ans que ces troupes sont là, mais l'insécurité augmente. Du rôle de l'armée malienne en tant que telle, mais aussi des armées africaines. Est-ce que, au plan sous-régional aujourd'hui, cette décision qui, je veux dire, précipitée est prise sous la pression de la rue, sous la pression de l'opinion africaine, a pu laisser le temps d'une réflexion autour de synergies régionales efficientes? Néanmoins, le communiqué précise que les pays engagés dans cette lutte veulent rester dans la région. Ainsi, en étroite coordination avec les États voisins, ils ont également exprimé leur volonté de rester engagés dans la région. Pendant ce temps, consternation et souffrance sont les sentiments les mieux partagés au niveau de la frontière sénégalo-malienne à Kidira, plus précisément. Plus d'un mois après le début de l'embargo de la CEDEAO contre le Mali, les populations, les commerçants, les transporteurs crient leur désarroi et appellent à l'ouverture imminente de la frontière. Le reportage est de Dissa Prera et Layan. Des centaines et des centaines de camions gros porteurs lourdement chargés stationnés le long de la frontière sénégalo-malienne. Nous sommes à Kidira. Depuis l'embargo contre Bamako, impossible de traverser la frontière. Un blocage total de la circulation des biens et des personnes avec un réel impact sur les populations. Entre Kidira et Naï, c'est plus de 600 camions gros porteurs qui ont dépassé les capacités du grand paquet, qui sont le long de la route. Les chauffeurs sont très fatigués.
En tant que vendeur ambulant, je le suis encore plus. Nous savons que ce n'est pas lui qui l'a fermé, mais demandons au président Macky Sall de réouvrir la frontière. C'est très difficile pour nos habitants, car pour aller et revenir de Diboli de l'autre côté, c'est la croix et la bannière. Une situation sans précédent que vivent les populations de Kidira. Le commerce de marchandises et de bétail subissent également les contre-coups de ce blocus. Des pertes sont estimées à des centaines de millions de francs CFA. Les Maliennes viennent ici acheter toutes sortes de marchandises. Un commerçant nous dit gagner 8 millions par jour, mais avec cette fermeture, il n'arrive même pas à faire 1 million. Vous voyez la route, les centaines de bus qui traversaient. Maintenant, on peut même se coucher et dormir sur l'asphalte. Le Mali n'est pas seulement un réceptacle. Il nous envoie des produits, il nous envoie leur bétail, il nous envoie beaucoup d'éléments. Donc il n'est pas question de fermer ses frontières. Ce n'est pas les autorités qui en périssent, mais c'est beaucoup plus les populations. Après plus d'un mois du début de l'embargo de la CEDEAO contre le Mali, c'est un véritable drame économique et une profonde souffrance que vit Kidira. Dans la vallée du fleuve Sénégal, près de 3000 hectares de riz sont actuellement menacés à cause du manque d'eau dans les périmètres agricoles dans la zone du Ndiawaye. Les riziculteurs réclament de l'eau pour sauver ces cultures. À l'heure actuelle, plusieurs canaux d'irrigation sont à sec, ce qui risque sérieusement d'hypothéquer la saison dans le Waalo. Seynou Diop, Habib Seck. Les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal sont très inquiets. Depuis plus de 20 jours, l'eau n'arrive plus dans leur périmètre agricole. Dans cette zone, les canaux d'irrigation sont à sec, ce qui fait perdre patience les producteurs rizicoles. Depuis le mois de fin janvier, plus précisément le 25 janvier, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu. Vous avez regardé, l'eau est totalement disparue. Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour investir dans cette zone du Ndiawel, les riziculteurs réclament le liquide précieux pour sauver leur culture. Nous avons beaucoup dépensé pour emblaver ces terres. Malheureusement, l'État n'a rien fait pour nous soutenir. Nous avons besoin de l'eau pour sauver nos cultures. Si nous perdons ces hectares de riz, ce sera très difficile pour la campagne. Ces paysans tendent la main au chef de l'État. Selon eux, le président de la République doit donner les instructions à la SAED pour qu'elle puisse prendre en charge le problème de l'eau et sauver la saison en cours. Nous avons 3000 hectares à exploiter. Mais pour l'instant, si ça continue comme ça, ça va arrêter tout de suite. Nous voulons l'intervention rapide de l'État sénégalais. C'est ça notre objectif. Sur les 3000 hectares de riz emblavés dans le Ndiawel, à l'occasion de la contre-saison chaude 2021-2022, déjà à l'heure actuelle, plus de 50 hectares sont perdus. Lutte contre le chômage des jeunes. Plus de 600 jeunes de Sandiara et environ recrutés dans une société de fabrication de batteries. Le Sénégal se fixe ainsi l'objectif d'être exportateur de batteries d'ici quelques mois. Une aubaine pour développer l'expertise nationale. Cette usine fait partie des 32 infrastructures prévues dans la commune de Sandiara. Le point, c'est avec Abdourahmane Diallo. L'emploi des jeunes, un problème dans le département de Mbour. Solence Énergie vient de recruter plus de 500 jeunes pour la fabrication de batteries. L'usine aussi nous offre plus de 200 emplois. C'est une opportunité que l'usine peut venir en appointe au problème de l'emploi des jeunes. Mais également, cette usine aussi permettra au Sénégal d'avoir des batteries de bonne qualité à des prix très compétitifs. Venu présider l'inauguration de cette société, le maire de Sandiara ajoute que plus de 10 autres entreprises sont prêtes pour lutter contre le chômage des jeunes dans cette zone. Nous allons également, dans le premier trimestre de l'année, organiser ce qu'on appelle le forum Invest in Sandiara, pour que tout le patronat national, le patronat régional, le patronat international viennent pendant 2 jours voir les opportunités d'investissement dans le domaine industriel, dans le domaine agricole et aussi dans le domaine donc de la logistique. Des milliers de jeunes vont suivre après pour fabriquer 32 types de batteries qui en fait n'existent pas, n'ont jamais été produits en tout cas dans la sous-région. L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal magnifie la coopération entre les deux pays. Il ajoute que plusieurs projets sont prévus au Sénégal afin de contribuer au développement économique et social du pays.
l'annoncions hier, décédé ce mercredi, l'ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, Pape Ousmane Sakho, repose désormais au cimetière de Yoff. Avant de rejoindre sa dernière demeure, il a reçu les honneurs de la nation lors de la cérémonie de levée du corps à la mosquée de Mermoz. Outre ses innombrables qualités humaines, d'aucuns retiennent de ce grand intellectuel le travail effectué dans les années 90 à travers le plan d'ajustement structurel qui avait permis au Sénégal de sortir de la crise qu'il traversait à cette époque. Marcel Farba Maroun et Pape Sangone Mbaye ont assisté à la cérémonie de levée de corps. D'anciennes et d'actuelles figures de la politique sénégalaise, toutes idéologies confondues, la nation a rendu hommage ce jeudi à Papa Ousmane Sakho, ancien ministre de l'économie, des finances et du plan de 1993 à 1998, décédé mercredi à l'âge de 79 ans. Je perds un grand ami, un homme de courage dans ses convictions, un intellectuel féru des études, du savoir. Je le regrette profondément, mais je le confie à Dieu qui fera de lui le meilleur usage possible. Que Dieu le garde au sein de son paradis. Pape Ousmane Sakho était un promotionnaire et un ami. On a fait tout le lycée ensemble, de la 6e à la terminale. On a gardé cette relation étroite, cette relation fraternelle, amicale. La perte est une grosse perte, mais la vie est ainsi faite. Chacun arrive à un terme et doit partir à ce moment-là. Mais vraiment, c'est quelqu'un pour lequel qui va manquer. Au-delà des qualités humaines intrinsèques de Papa Ousmane Sakho, celles relatives à son ancienne fonction ne sont plus à démontrer. Un grand frère, un ami et un conseiller. J'ai partagé le même gouvernement avec lui et ai eu l'occasion d'observer de très près ses compétences considérables, doublées d'une très grande humilité. C'était un intellectuel et un économiste hors pair. Nous avons perdu un grand homme d'État et je présente mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais et à sa famille éplorée. Je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui quand on élaborait le plan Sakho-Loum. Parce que le Sénégal, après le choc pétrolier, après la sécheresse, après une crise aiguë dans le monde, le Sénégal était dans des difficultés énormes. Et il fait partie justement de ces grands Sénégalais qui ont eu à élaborer ce qu'on a appelé le plan Sakho-Loum, ce qui nous a permis de sortir un peu de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est un homme très sérieux, très discret. La levée du corps de l'ancien ministre s'est déroulée à la mosquée Rawan Bey de Mermoz, suivie de son inhumation au cimetière musulman de Yoff. Parlons à présent de l'élection du secrétaire général du CAMES prévue au mois de mai prochain à Ouagadougou. Le candidat tchadien au poste de secrétaire général du CAMES, le professeur Ali Souleymane Dabaye, en visite à Dakar, a décliné son programme. Il invite à un développement harmonieux du CAMES, mais aussi de la recherche. Nous l'écoutons au micro de Maud Diop. Pour répondre aux espoirs et aspirations de tous à un enseignement supérieur de qualité, il nous faudra également promouvoir un sentiment de loyauté envers l'université et encourager une plus grande participation de tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à tous les programmes de notre organisation. Dans cette perspective, une évaluation sans complaisance du deuxième plan stratégique de développement du CAMES sera effectuée. Une conclusion permettra de fixer le cap pour le renforcement de notre organisation dans le cadre d'un troisième plan stratégique. Notre ambition est de consolider les acquis et d'ouvrir des chantiers nouveaux qui renforceront le CAMES comme l'interlocuteur privilégié des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
dans notre espace. Destination l'Hexagone à présent pour aller à la découverte du plus grand incubateur de start-up au monde. La station F de Paris rassemble tout un écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit. Et bonne nouvelle, un projet similaire de 17 milliards de francs CFA va voir le jour au Sénégal avec l'appui du fonds Khalifa d'Abu Dhabi. La DRFJ ambitionne de faire de ce centre un campus numérique de référence en Afrique. Le point, c'est avec nos envoyés spéciaux, Chérif Diop et Hamza Diallo. 3000 postes de travail, 26 programmes. Station F s'impose comme le plus grand incubateur de start-up au monde. Construit sur une superficie de 34 000 m², l'incubateur géant fournit aux porteurs de projets tous les outils et méthodologies d'innovation. Une expérience positive pour ce jeune Sénégalais. Positif, très positif même. On a passé 9 ans en 2019. Ça nous a permis d'accéder rapidement à de l'information et à de la ressource pour accéder à des investisseurs pour savoir si le produit qu'on développait était intéressant pour eux. C'était assez accessible. Rencontrer d'autres entreprises, d'autres start-upers qui rencontrent des problématiques qu'on rencontre ou qui les ont dépassées. Donc ça permettait vraiment de rapidement avoir des réponses à des questions. Et là où on passe peut-être 8 mois, 10 mois à résoudre un problème, le résoudre en quelques semaines parce qu'on a accès à des pairs qui sont dans le même secteur. À l'image de Station F, ici à Paris, le Sénégal construit à Dakar le centre Mohamed Ben Zayed sur une superficie de 30 000 m². Ce centre se positionne comme un campus de référence sur le continent. L'objectif pour les autorités est clair, c'est d'en faire le creuset de l'innovation en Afrique. La station S sénégalaise qui va porter justement sur 8 étages tout un parterre de start-up, de PME, d'espaces d'innovation, d'incubation, comme ici. C'est pas un rêve. Quand je parlais du centre il y a 2 ans, j'avais vu Station F, j'ai dit je veux faire Station F à Dakar. On n'avait pas assez d'espace, on a mis en hauteur, c'est ça. 70% du projet a été financé par le fonds Khalifa pour les développements. La vocation du centre est d'accélérer le développement de l'écosystème numérique en s'inspirant de l'expérience Station F. Bien sûr qu'il y a une expérience qui est à tirer de ce qui a été fait à Station F. Et Station F est prêt évidemment à accompagner, partager une partie de cette expérience. Mais de faire du copier-coller, ça serait l'erreur majeure à ne pas faire. Et donc l'idée, c'est vraiment de co-construire des solutions. Et on est évidemment là, aux côtés de Pape et toutes ses équipes, pour bâtir ces partenariats, tant en matière de soutien financier que de soutien technique. Station F a ouvert ses portes en 2017 à l'initiative du milliardaire français Xavier Niel. Quant au centre d'incubation Mohamed Ben Zayed de Dakar, il verra le jour dans 18 mois. Son coût global s'élève à 17 milliards de francs CFA. Dans notre rubrique hebdomadaire Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Cher John intitulé L'ascenseur émotionnel, un livre qui, à travers son personnage principal, Fabia, tente de faire une radioscopie de la société africaine et de la société sénégalaise. L'auteur parle d'un monde fait d'émotions, de sentiments vécus différemment par les populations, l'amour, la haine, l'hypocrisie, la trahison, entre autres mots qui gangrènent selon lui la société. Les bonnes feuilles de la rédaction, ce sont des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. Quelques lignes, un ouvrage de plus. L'acteur trouve le moyen de décrire à sa manière l'émotion, des sentiments différemment vécus, comme l'illustre l'auteur dans cette production. Ascenseur émotionnel, c'est déjà un roman, donc Ascenseur, parce que simplement c'est un roman dans lequel vous trouvez un ensemble de sentiments, des sentiments en réalité qui montent, qui descendent, c'est-à-dire c'est un ensemble de trucs comme l'ascenseur, naturellement la façon dont il monte et il descend, donc dans ce roman ce sont des sentiments qui se sont mêlés, bonheur, joie également, voilà, beaucoup, un ensemble d'émotions. L'écrivain journaliste raconte le quotidien d'une jeune fille. Fabia. Fabia, bon, c'est le personnage, un villageois qui va venir ici à Dakar étudier, donc avec les visites de la vie estudiantine et également de la pauvreté, parce qu'il va vivre dans un quartier très difficile. Étant donné que leur père est décédé très tôt, ils vivent avec leur maman au village, c'est eux qui doivent bosser et étudier en même temps pour leur envoyer de l'argent. Également, il y a la pression sociale au village parce que leur maman est taxée comme étant, entre parenthèses, de dame, c'est-à-dire une sorcière qui en réalité se nourrit des âmes. Dans ce roman, Sheridan peint également la société africaine caractérisée par des superstitions.
à outrance. L'actualité parce que ce sont des thématiques qui sont développées, l'infidélité, le chômage, l'émigration, mais également l'actualité parce qu'on vient de sortir normalement 14 février, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, d'amour, tout ça, donc c'est toujours d'actualité, on est toujours dans la lignage de fêter un peu la Saint-Valentin, donc c'est un peu d'actualité. Mais au-delà de cet aspect émotionnel, il y a quand même des leçons de vie parce que c'est actuel, parce que simplement on y apprend beaucoup. Cher John se réclame littéraire dans l'âme et l'écriture reste son occupation favorite. Parce que c'est la meilleure façon pour moi justement de me sentir exister. Quand j'écris, j'existe. Quand je n'écris pas, là, je suis... voilà, c'est comme si je me perds souvent. Ça me permet justement de segmenter mon âme, de m'écouter moi-même intérieurement. Donc il y a c'est vraiment, je suis très, très lié également à la littérature, à la lecture et à tout ce qui est également à l'écriture. Ascenseur émotionnel de Cher John se veut ainsi être un catalogue où figure toute une panoplie de thématiques aussi importantes que renversantes. L'actualité sportive, nous l'ouvrons avec le CNOS qui a honoré ce jeudi 4 légendes vivantes du sport sénégalais, des champions qui ont réalisé des performances lors des JO de Tokyo. C'était en 1964. Le reportage est de Mamadou Fall et Maud Diop. Amadou Gakou, ancien champion du Sénégal et recordman du 400 mètres. Mamoudou Sarr, ancien champion du Sénégal et du 400 mètres. Mamadou Ndiaye, champion du 800 mètres. Et Malang Mani, champion du 100 mètres, ont été tous décorés par le Comité national olympique et sport sénégalais CONOS. Un hommage rendu après 40 ans de succès. Célébrer les anciens est un culte. Il faut qu'on en reste là. En tout cas, merci tous, vous et vos familles, d'être là. Je suis heureux, fier et déterminé à accompagner et de faire en sorte, comme le disait l'ancien Premier ministre Habib Thiam décédé, que la liturgie du sport, le Sénégal en soit un exemple. Recordman du 400 mètres en 1964, Amadou Gakou s'est réjoui de cette marque honorant son parcours. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Et sur ce, j'avoue que c'est une grande fierté pour nous d'avoir représenté le Sénégal en 1964 et d'être les premiers Olympiens qui ont quand même été à Tokyo. Autre personne touchée, ce champion du 100 mètres et ancien formateur à Génération Foot, Malang Mané, se dit satisfait. À l'endroit des Sénégalais, très fier de mon peuple, uniquement à la réception mondiale phénoménale que j'ai vécue à la télé. Et comme je ne pouvais pas y aller, vraiment c'est phénoménal. Le peuple sénégalais m'a honoré à travers mon Sadio Mané. Le triomphe des Lions du Sénégal lors de cette CAN pousse le CONOS à décerner des distinctions aux légendes vivantes des JO Tokyo 1964. L'association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne milite pour le retour de l'Union des associations sportives scolaires et universitaires, l'UASU. Pour cela, elle initie des journées sportives en athlétisme mais aussi en football. Ces journées réunissent 4 lycées de Dakar dont les finales sont prévues ce samedi selon le secrétaire général adjoint de l'association Abdou Mbow que je vous propose d'écouter au micro de Cher Sadibou Diarra. Qui a été prise de rassembler 4 lycées, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye, le lycée de Yeumbeul, le lycée de La Fosse et le lycée Blaise Diagne. Mais c'est simplement dû au fait que nous, quand on était au lycée, il y avait des internationaux de football. Donc nous savons qu'au niveau du lycée, on peut trouver, c'est une pépinière de sélection. Donc le ministère de l'Éducation et le ministère des Activités sportives doivent travailler ensemble pour que renaisse ce type d'activité. Bon, c'est pourquoi nous avons pris l'initiative avec l'appui de quelques-uns de nos amis pour que cela puisse être pérennisé. En tout cas, l'année prochaine, nous envisageons de faire ces journées sportives au niveau de Dakar, au niveau de la région de Dakar. Parce qu'on l'a circonscrit à 4 établissements cette année. L'année prochaine, ce sera pour l'ensemble de la région de Dakar. Et dans 2 ans, on le fera au niveau national. Et de l'athlétisme, nous passons aux championnats nationaux de Scrabble francophone qui se tiennent ce week-end au stade Léopold Sédar Senghor. 5 parties vont être au programme des joueurs issus de toutes les régions, selon le président de la Fédération sénégalaise de Scrabble francophone, El Hadj Malick Ndiaye. Nous l'écoutons toujours au micro de Cher Sadibou Diarra. Le samedi, nous allons jouer 2 parties à partir de 15h. Et à l'issue de cette journée, il y aura un classement que nous appelons DH2. Le dimanche, nous allons jouer
3 parties que nous appelons TH3. Donc nous allons réunir les 5 parties pour faire un classement et désigner le champion du Sénégal toute catégorie et le podium de chaque catégorie. Pourquoi TH2, TH3? Parce que au niveau international, ce championnat va être enregistré comme 2 tournois, c'est-à-dire un tournoi le samedi qui sera homologué et un tournoi le dimanche qui sera homologué. Donc mais nous au niveau national, nous allons tenir compte que le classement cumulé des 5 parties. Donc les joueurs vont venir de toutes les régions, ça sera la crème du Scrabble qui vont jouer. Au duplicate, tout le monde ne joue pas au duplicate. Au duplicate, il y en a qui jouent le classique. Et le duplicate, il y en a qui jouent que le duplicate, il y en a qui jouent que le classique. Et il y en a qui jouent les deux. Mais la majeure partie joue le classique. Donc c'est ça. Mais pour le moment, comme pour le duplicate, il y a 5 à 6 épreuves. Donc le mieux, c'est ce que nous conseillons aux gens, c'est de jouer au duplicate et en classique en même temps. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez la grande Binta Diallo. Elle est déjà là sur le plateau. Elle reçoit ce soir Dr Abdoulatif Haïdara, directeur général du Centre africain d'intelligence stratégique. Bonsoir Binta, bonsoir à ton invité. Bonsoir.